Les ombres du mystère. Lorsqu'on n'a jamais été touché par le surnaturel, le scepticisme est notre bouclier face à l'inconnu. Mais laissez-moi vous emmener dans un voyage intime à travers les anecdotes de ma vie, des instants qui ont ébranlé mes certitudes, éveillant en moi la conscience de réalités insoupçonnées. Ma première expérience, c'était à l'époque où j'étais adolescent. Notre déménagement dans une nouvelle ville avait plongé ma famille et moi-même dans un océan d'inconnus. Heureusement, mon cousin habitait déjà là-bas, ce qui m'a permis de m'accrocher à un semblant de familiarité. Il était le genre de garçon à vivre au rythme des rencontres, des sourires échangés et des cœurs éveillés. Un jour, alors que nous traînions ensemble, le destin a mis sur notre chemin une jeune fille d'une beauté à couper le souffle. Sous son charme, je me suis lancée dans une danse subtile de flirt et d'attirance. Lorsqu'elle m'a assuré qu'elle n'avait pas de petit copain, j'ai senti mon cœur s'emballer d'espoir. Nous partageons le même quartier et elle m'a révélé qu'elle fréquentait régulièrement le petit parc situé en contrebas de sa maison, presque chaque soir après le dîner. Un soir, j'ai pris la décision de m'y rendre dans l'espoir de la retrouver et de passer un moment en sa compagnie. Ce soir-là, vers 20h30, l'excitation et l'appréhension se mêlaient dans mes veines alors que je m'apprêtais à rejoindre le parc. La nuit enveloppait déjà les rues de son manteau sombre, et sous la lueur des lampadaires, je suivais le chemin, longeant les petits pavillons, mon cœur battant la chamade. À 15 minutes de chez moi, le parc s'étendait, attendant notre rencontre. À mon arrivée, une ombre solitaire se dessinait sur un banc sous l'arbre. Mon souffle se figea, alors que je reconnaissais la silhouette de la jeune fille. Déterminé, j'accélérai le pas, mais à 20 mètres d'elle, une autre forme se tenait à ses côtés, indistincte dans l'obscurité. Un frisson d'incertitude glissa le long de ma colonne vertébrale. Devrais-je interrompre leur échange? Mes pas se figèrent dans une hésitation palpable. Le jour suivant, alors que nos chemins se croisaient à nouveau, j'ai tenté de percer le mystère qui m'obsédait. Je lui ai demandé à nouveau si elle avait un petit ami, et elle m'a répondu avec assurance que non. Intrigué, je lui ai alors demandé qui était le garçon avec qui elle était la veille dans le parc. Son regard s'est rempli de surprise, avant qu'elle ne m'affirme qu'elle était seule, rentrée chez elle vers 21h30. À la tombée de la nuit, je suis retourné dans le parc, espérant trouver des réponses, mais une fois de plus, le mystérieux garçon était à ses côtés. Déconcerté, je me suis résolu à nouveau à rebrousser chemin. Le jour suivant, je lui ai encore une fois demandé la vérité, mais elle m'a assuré avec fermeté qu'elle était seule, qu'elle n'avait véritablement pas de petit ami. J'ai partagé mes tourments avec mon cousin, qui a suggéré qu'elle avait peut-être un autre prétendant. Il m'a conseillé d'aller au parc plus tôt pour être le premier sur les lieux et pouvoir passer du temps avec elle dès son arrivée. Ce soir-là, dès 20h, j'étais déjà perché sur le banc du parc, l'attendant avec une impatience fébrile. Mais à 20h30, elle n'était toujours pas là, remplacée par une puanteur nauséabonde qui envahissait l'air. Mes yeux scrutèrent fiévreusement les alentours, cherchant l'origine de cette odeur. Peut-être un animal mort caché dans les parages. Je fis le tour de l'arbre, mais rien. L'odeur s'intensifiait, devenant insupportable. Je décidai de m'éloigner, mais à peine avais-je fait quelques mètres que je croisai mon cousin et un autre ami traversant le parc. Ils m'invitèrent à les rejoindre plus tard, après mon rendez-vous, pour une soirée chez un autre ami. Revenu vers le banc, j'ai trouvé le mystérieux garçon, déjà installé, à peine 5 minutes après mon absence. Intrigué, je m'approchai de lui, mais il gardait son visage caché sous une capuche. Tentant de briser le silence, mes paroles semblaient se perdre dans le vide. Il ne me répondait pas. Une angoisse glaciale m'envahit alors que je m'approchais davantage, cherchant désespérément à dévoiler son visage. Le vent me traversa, apportant avec lui cette odeur insoutenable qui m'avait déjà repoussé. Un essaim de mouches tournoyait autour de lui. Mon instinct hurlait de fuir, mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Reculant prudemment, je pris la décision de partir. Rejoignant mon cousin à la soirée, je lui fis part de mon expérience troublante. Un garçon présent, intrigué, nous approcha, demandant des détails sur cette jeune fille. Lorsque je prononçai son nom, son visage se décomposa. Il nous révéla alors que la jeune fille avait bel et bien eu un petit ami, décédé dans un accident de voiture il y a 1 an. Depuis, elle fréquentait assidûment ce parc, le lieu de leur rendez-vous passé. Chaque prétendant, attiré par sa beauté, avait vécu la même expérience que moi, une silhouette sombre à ses côtés. Dès lors, aucun garçon n'osait s'approcher d'elle, malgré son charme.
Ces révélations glaçantes marquèrent un tournant. Je cessai alors tout contact avec cette jeune fille, troublée par l'étrange réalité qui se cachait derrière son charme envoûtant. À l'âge de 26 ans, une nouvelle expérience vint assombrir mes jours. Mon père fut muté dans une autre ville, précipitant notre déménagement dans une maison de location. Cette demeure vaste et pleine de recoins abritait mes parents, mes 2 sœurs, mes 2 frères et moi-même. Dans la précipitation, chacun choisit son espace. Mes parents et mes sœurs investirent les chambres. Je m'installai dans la pièce sous les combles, tandis que mes jeunes frères optèrent pour la pièce dans le sous-sol. Les premières nuits furent ponctuées de plaintes de mes frères tourmentés par des bruits et des chuchotements perturbateurs. Mes parents tentaient de les rassurer, attribuant ces sons au manque d'isolation de la maison. Mais la détresse de Paul, 14 ans, le plus âgé de mes frères, devenait insoutenable. Il abandonna alors le sous-sol tous les soirs, au milieu de la nuit, montant clandestinement dormir sur le canapé. Une nuit, alors que Jules, 12 ans, le cadet de la fratrie, demeurait seul dans le sous-sol, il fut tiré de son sommeil par une envie pressante. En se levant pour se rendre aux toilettes, il aperçut une forme sombre assise sur le lit de Paul. Convaincu qu'il s'agissait de son frère, il monta à l'étage pour se rendre aux toilettes et, de retour, découvrit Paul endormi sur le canapé. Confus et effrayé, il se demanda qui pouvait bien occuper le lit de son frère dans le sous-sol. Le lendemain, Jules partagea son récit avec mes parents, mais mon père, rigide et rationnel en tant qu'ancien militaire, réprimanda leur peur, les sommant d'arrêter d'imaginer des choses. Paul confirma qu'il n'osait plus rester seul en bas, préférant dormir sur le canapé. Il révéla la présence d'une main glaciale effleurant son corps chaque nuit. Mes parents balayèrent ces récits comme des fantasmes d'enfants. Pourtant, Jules commença à souffrir de troubles du sommeil. Sa santé et ses performances scolaires en pâtirent. Chaque plainte fut accueillie par le scepticisme de mon père. Un jour, alors que je rentrais du travail, Jules avait disparu. Nous le cherchâmes en vain, jusqu'à ce que ma mère découvre une cachette dans la buanderie, dans l'obscurité d'un passage oublié. C'est là qu'elle a découvert le corps de Jules, pendu à une corde. Depuis cet événement tragique, une angoisse sourde s'est insinuée en moi, me laissant penser que notre maison était peut-être hantée. Après les funérailles de mon frère, j'ai finalement réussi à convaincre mes parents de déménager. Ensuite, vers l'âge de 32 ans, alors que je venais tout juste de me marier, je résidais non loin de chez mes parents. Mon travail, dans un casino, situé à quelques kilomètres de la ville, me gardait souvent tard. Chaque soir, je rentrais chez moi aux alentours de minuit, empruntant le raccourci qui longeait le cimetière où reposait mon frère Jules. Une nuit, alors que le brouillard engourdissait les rues, j'ai décidé de prendre ce chemin habituel pour rentrer plus tôt chez moi. Mais alors que je passais près du cimetière, une odeur nauséabonde a envahi l'habitacle de ma voiture. En jetant un rapide coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai aperçu une silhouette assise sur la banquette arrière. Pris de panique, je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Une fois de plus, en regardant dans le rétroviseur, cette forme sombre était toujours là, indistincte dans la pénombre. Pris de frayeur, j'ai accéléré, et une fois le cimetière derrière moi, la silhouette avait disparu. Tremblant, j'ai atteint ma maison. Cette nuit-là, mon esprit fut enveloppé dans un rêve étrange. Une silhouette vaguement familière se tenait au pied de mon lit, et alors qu'un frisson parcourait mon corps, mon frère Jules sembla se matérialiser devant moi. Sa voix résonna dans l'obscurité de ma chambre, empreinte de détresse. « Grand frère, j'ai si faim, je n'ai rien à manger. Toutes les offrandes que vous déposez, elles sont toujours volées par les autres. Ne les déposez plus sur ma tombe, mais près de l'entrée de ta maison. C'est là que je pourrai les trouver, c'est là que je pourrai manger. » Le lendemain, j'ai partagé ce rêve avec mes parents, déclenchant les larmes de ma mère. Depuis, un autel a été érigé près de ma porte d'entrée, où ma mère déposait régulièrement des offrandes et des plats, espérant apaiser l'esprit de mon frère. Un soir, alors que je rentrais du travail, épuisé par une longue journée, la fatigue envahissait chaque fibre de mon être. Après avoir garé ma voiture, je fus surpris par une lueur soudaine devant l'entrée de ma maison. À côté de l'autel de Jules, un petit chien se régalait du plat que ma mère y avait déposé. Cette scène incongrue me figea sur place. Dans ce quartier tranquille, il était inhabituel de croiser des chiens, et cette apparition ajoutait à mon malaise. Craignant de troubler cette étrange visite,
je me suis glissé silencieusement à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur, une vague d'appréhension m'a envahi. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir si le chien était toujours là, mais il avait disparu. Le lendemain, j'ai vérifié l'hôtel de Jules, m'attendant à retrouver le plat dévoré. Pourtant, il était là, intact, comme si personne n'y avait touché. Ce contraste, avec la vision de la veille, m'a rempli d'une terreur sourde. Était-ce là un signe de l'esprit de mon frère Jules? L'angoisse m'a étreint chaque soir à mon retour du travail. Cette image du chien hantant mes pensées. Finalement, accablé par ces événements troublants, j'ai pris la décision de déménager, fuyant ces apparitions nocturnes qui me tourmentaient. À travers ces 3 expériences poignantes, j'ai été confronté à l'inexplicable, à ces mystères qui défient toute rationalité. Chaque rencontre avec l'étrange m'a plongé dans un océan d'émotions contradictoires. La peur, le doute, mais aussi la fascination. Ces événements m'ont profondément marqué, m'amenant à accepter humblement que le monde regorge de mystères insaisissables, bien au-delà de notre entendement. Et dans cette acceptation, j'ai trouvé une nouvelle compréhension de la fragilité de notre perception de la réalité, ainsi qu'une humilité face aux mystères qui nous entourent.